Comme j'ai pu l'expliquer dans l'épisode 2 de cette série, le modèle marinière a fait des petits. Et son fils aîné a vu le jour un an plus tard, en 2012, avant l'Euro. Bienvenue sur l'amour du maillot et dans l'épisode 3 de la série Nike So French. Générique. Alors le contexte dans lequel est apparu le maillot de l'Euro 2012 est complètement différent de celui de l'apparition du maillot 2011. Souvenez-vous, quand Laurent Blanc arrive, il récupère une équipe à la dérive. Sauf qu'entre la défaite contre la Biélorussie en septembre 2010 et la défaite contre la Suède à l'Euro 2012, l'équipe de France enchaîne 23 matchs sans défaite. Au cours de cette période, Laurent Blanc arrive à construire une équipe relativement cohérente qui se relève tout doucement du fiasco de la Coupe du Monde et qui parvient à se qualifier donc pour l'Euro 2012. L'image de l'équipe de France se trouve relativement améliorée, en même temps c'était un peu difficile de faire pire, et se retrouve dans un groupe assez difficile pour l'Euro 2012. L'équipe de France s'apprête à affronter l'Angleterre, qui est quand même un cador, l'Ukraine chez elle à domicile, et la Suède qui reste toujours un adversaire compliqué. L'Euro arrive, l'équipe de France ouvre le bal contre l'Angleterre, les Anglais ouvrent la marque et l'équipe de France parvient à égaliser. Sauf que Samir Nasri, quand il égalise, s'offre une célébration un petit peu provocante à l'égard des journalistes. Premier couac. Le match se solde sur un match nul 1 partout. Et l'équipe de France reste donc en mal de victoire, puisqu'on le rappelle, la dernière victoire de l'équipe de France dans une phase finale de grande compétition remonte à la demi-finale contre le Portugal en 2006. Vient alors le match contre l'Ukraine, que l'équipe de France parvient à remporter 2-0 sous une pluie torrentielle, une victoire qui dissipe un peu les doutes autour de cette équipe. La France est quasiment qualifiée pour les quarts de finale, il suffit juste de ne pas s'effondrer contre la Suède, sauf que contre la Suède, l'équipe de France s'incline 2-0 et retombe dans ses travers. Elle passe par un trou de souris en quart de finale où elle retrouve l'ogre espagnol qui à l'époque domine le monde, clairement. Laurent Blanc tente un coup tactique qui sera pas payant et l'équipe de France s'inclinera 2-0 sans même donner l'impression de vouloir se battre. Au terme de la compétition, on apprend qu'il y a eu quelques petits conflits en interne et tout le travail réalisé par Laurent Blanc sur les 2 dernières années semble s'être envolé en fumée. Les comportements un petit peu égoïstes de certains joueurs refont surface et on a une mauvaise impression de déjà-vu à l'issue de l'Euro 2012. Donc tout ça, tout ce marasme, c'est un peu quelque chose qu'on n'avait pas vu venir puisque 2011 s'était très bien passé et c'est dans ce contexte que Didier Deschamps arrive à la tête de l'équipe de France. Il met les choses au point tout de suite, il explique que le comportement sera primordial en équipe de France et il arrive avec pour mission de qualifier les Bleus pour la Coupe du Monde 2014. L'équipe de France se retrouvera avec l'Espagne dans son groupe éliminatoire et finira en toute logique deuxième de son groupe. Elle doit donc passer par des barrages et c'est là que le miracle se produit. À l'aller en Ukraine, les Bleus réalisent un match catastrophique et s'inclinent 2-0. Ils sont donc condamnés à l'exploit chez eux au retour, un exploit jamais réalisé par une sélection européenne. Mais les Bleus attaquent le match avec le couteau entre les dents, ils se préparent comme il faut avant la rencontre. Et donc pour le dernier match officiel de ce maillot-là, ils battent l'Ukraine 3-0 dans une ambiance de feu au Stade de France et décrochent donc leur ticket pour le Brésil. Ce match-là, tout le monde s'en souvient. Encore aujourd'hui, il est considéré comme l'acte fondateur de l'histoire de cette équipe de France. Celle qui ira en finale de l'Euro 2016 et qui remportera la Coupe du Monde en 2018. Le maillot est présenté par la Fédération en avril 2012 en compagnie de la garde républicaine française. On note par ailleurs qu'il est présenté après le maillot extérieur, mais ça on en reparlera dans le prochain épisode. C'est donc le 19 novembre 2013 au Stade de France que ce maillot est porté pour la dernière fois par les Bleus, puisque dans la foulée, le nouveau maillot pour la Coupe du Monde 2014 est présenté. On en reparlera plus tard dans cette série. Parlons maintenant du maillot en lui-même. Alors, il se distingue par sa technicité. Il dispose d'une technologie de respirabilité mise en place par Nike pour toutes ses équipes majeures lors de l'Euro 2012. Donc là où on avait un tissu assez fin pour les maillots 2011, il est un peu plus épais en 2012. Il dénote par ses renforts en plastique au niveau des épaules et ses aérations découpées au laser sur les flancs. Cette fois-ci, les coutures ne sont pas thermocollées, elles sont bel et bien brodées partout sur le maillot. Même si Nike applique la même technologie à tous les maillots de ses équipes majeures, c'est pas pour autant qu'il applique le même template, donc les maillots restent personnalisés. Et donc on le voit ici avec l'équipe de France. Comme je le disais, le template marinière est repris et pour la toute première fois, la tenue en elle-même ne comporte pas de rouge. On découvre un col un peu particulier entre le col polo et le col Mao.
l'apparition d'un bleu un peu turquoise, des nuances de doré, des manches aussi longues que sur le maillot de 2011, plus longues que sur les maillots Nike des autres équipes, mais toutefois mieux taillées que sur les maillots 2011 de l'équipe de France. Pour ce qui est de la personnalisation, Nike rajoute un petit hexagone, petit détail qui fait un petit peu la différence. À l'époque, Nike décide aussi de fabriquer tous ses maillots en polyester issu de plastique recyclé. Mais bon, ça c'est juste un détail, on le ressent pas vraiment quand on porte le maillot. Pour ce qui est de mon avis personnel, ce maillot-là, c'est le maillot que je préfère le moins de l'époque Nike avec l'équipe de France. Qu'on soit bien d'accord, on en a parlé dans le deuxième épisode, c'est pas nécessairement que je sois contre une recherche créative, puisque comme je le disais, moi je considère la marinière originale comme le plus beau maillot de l'équipe de France sous Nike. Malgré tout, avec celui-là, j'ai beaucoup de mal. C'est un maillot que j'ai jamais réussi à apprécier pleinement. Je pense que c'est surtout dû aux nuances de couleurs. Pour moi, ce maillot aurait mieux fonctionné s'il était resté sur des teintes de bleu plus propres à l'équipe de France, notamment un bleu marine, comme on le voit sur le maillot 2020. J'ai aussi des difficultés à accepter ce col dont je ne sais pas vraiment comment il faut le mettre. Il faut aussi noter que quand un maillot sort, il y a toutes les gammes training et streetwear qui vont avec. Et évidemment, toutes ces tenues, d'un point de vue de la couleur, se basent sur le maillot de match. Ce qui fait que j'ai du mal à accepter vraiment toute la collection 2012-2013, puisque pour moi, le bleu turquoise de l'équipe de France, c'est pas possible. Donc si je devais lui donner une note, pour moi c'est un maillot qui vaut 12 voire 13 sur 20. C'est pas un maillot moche à proprement parler, c'est juste un maillot qui pour moi restera jamais vraiment dans les annales, quoi. Petite anecdote par rapport au maillot que je porte, il s'agit d'un maillot prototype, puisqu'à l'intérieur du col, la phrase « Nos différences nous unissent », une phrase que Nike a imprimée derrière les logos sur les maillots 2011 et qui est censée apparaître dans le col à l'intérieur sur les maillots 2012. Cette phrase n'apparaît pas sur le maillot que je porte. Sur le maillot que je porte, on a une simple virgule Nike rouge. On remarque aussi au niveau des couleurs, là où sur le maillot final on a du doré, donc sur le Nike et sur le logo, sur le maillot que je porte actuellement, on est plus sur des teintes un peu orangées. Donc il faut savoir que j'ai un peu un faible pour les maillots prototypes, peu importe les équipes, peu importe les sports, c'est quelque chose que j'aime collectionner parce que pour moi c'est quelque chose d'unique. Et là c'est le cas, le maillot diffère vraiment que là-dessus. Mais je pense que c'est quelque chose qui avait vraiment été tenté avant de sortir officiellement le maillot. Donc sachant qu'ils ne savaient pas vraiment comment ils allaient placer la phrase « Nos différences nous unissent », ni quelles seraient les teintes finales des logos, on se retrouve avec un maillot qui est plus orangé que doré. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Ça se fait en 2 clics. Et nous, on se retrouve dans l'épisode 4 pour parler du maillot extérieur de l'Euro 2012. Ciao!